Voilà, bon, il est 20h05, je propose que l'on commence. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Colcombé qui va nous parler donc du package Knowledge qu'il a conçu et de l'utilitaire Knowledge Clustering, donc, qui a été développé par un de ses collègues. Alors, je vais le laisser se présenter. À toi, Thomas. Merci Denis, merci de m'avoir invité. Donc oui, je suis Thomas Colcombé, je suis chercheur et je travaille à l'IRIF, donc l'Institut de recherche en informatique fondamentale. Donc on fait de l'informatique, on fait des maths en fait, et donc on rédige des documents scientifiques. Et alors comme tout le monde, c'est une tâche compliquée. Voilà, et donc ça, c'est Knowledge, c'est un paquet que j'ai commencé à bricoler, je, je pense il y a une bonne dizaine d'années, parce que j'en avais assez de ne pas retrouver quand on me donnait des documents un peu longs, des thèses à lire et des choses comme ça. Je ne me retrouvais jamais je retrouvais jamais les définitions qui m'intéressaient. C'était toujours compliqué. Faire des recherches dans les documents prenait énormément de temps. Quand les index étaient faits, ils n'étaient pas bien faits. Enfin bon, je pense que beaucoup de personnes ont rencontré cette situation. Et puis en parallèle, comme tout le monde, je vais sur Wikipédia et puis je clique sur des liens et tout est plus simple. Je vous disais quand même, c'est dommage qu'on ne soit pas capable de produire des documents un peu plus utilisables que ce qu'on fait et qui soient dans le même process de production que ce que nous, on utilise dans la recherche, c'est-à-dire en utilisant la tech. Voilà. Alors, je sais pas si je vais mettre en plein écran, peut-être ce sera mieux. Bon, ce sera mieux comme ça. Juste pour voir. Donc qu'est-ce que c'est que Knowledge? Donc, c'est un package qui est écrit pour LaTeX depuis un certain temps. En fait, maintenant, il est en LaTeX 3, le code. Ce que je disais, c'est que ça fait une bonne dizaine d'années que je le bricole plus ou moins, mais en fait, il est arrivé en version un peu utilisable sur Cétane en 2017. Voilà, et donc son objectif, c'est de rendre la lecture de documents, alors j'ai mis scientifique parce que c'est vrai que moi, c'est mon objectif, c'est des articles d'informatique, de mathématiques, plus accessibles pour l'utilisateur, pour le lecteur. Donc en particulier, être capable, quand on voit un théorème, de savoir ce qu'il signifie sans avoir à relire tout le document depuis le début, ou ce genre de choses. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des liens, gérer des index, ce genre de choses. Et voilà, donc ça c'est ce que le lecteur veut avoir. Mais ce qu'on sait, c'est que gérer un index dans un document, c'est compliqué. Mettre des liens, c'est compliqué parce qu'il faut maintenir des chaînes, des labels, des choses comme ça à la main. Et donc c'est un travail extrêmement pénible. Et donc enfin, c'est pas raisonnable de le faire en utilisant juste les outils qu'on a d'habitude. Donc Knowledge est prévu pour répondre à cette question. Alors, la principale usage que j'en fais moi et que font les collègues qui l'utilisent, c'est de faire des documents où à chaque fois qu'on utilise un terme, on peut cliquer dessus et on a un lien vers sa définition. Ça peut aussi servir à maintenir un index, j'en parlerai brièvement, et de manière anecdotique, je m'en sers aussi pour gérer ma page web qui est en HTLaTeX. Alors si je clique, normalement ça doit me la mettre, voilà. Et donc par exemple, tous les liens qui sont là dans mon document, en fait le lien, quand on clique, est dans un document à part qui lie les noms des personnes à des adresses URL. Ou quand j'ai mes publications, en fait, tous les co-auteurs sont automatiquement indexés sans que j'ai besoin de gérer quoi que ce soit parce que j'ai séparé les adresses des noms des personnes. Et donc ça, c'est fait automatiquement par Knowledge. Bon, c'est pas le but premier de du package, mais je peux vous en montrer plus si vous voulez. Voilà. Et donc des exemples plus en utilisation réelle. Donc par exemple, Antonio Casares, un étudiant qui a soutenu sa thèse il y a une année maintenant. Et si je vais sur vous voyez c'est suffisamment grand là? Oui,
Donc, si je vais sur sa thèse et qu'on va quelque part et que vous vous intéressez à savoir ce que c'est qu'un système de transition, un ZT parity automate ou un HD automate, hop, vous pouvez cliquer et vous irez automatiquement dessus. D'accord. Donc, ce que vous voyez, c'est que il y a énormément de choses qui sont indexées. En fait, à tout moment dans le document, vous pouvez retourner et trouver d'où ça vient, à la fois dans les définitions mathématiques et dans le texte. Alors, si je reviens à ça, donc ça c'est un exemple. Et là, moi, ce que je vais vous montrer. Alors, je vous montrerai sur cet exemple-là, mais que j'ai récupéré sur mon ordinateur, qui est un article qui fait le même genre de choses, comment ça se passe dedans. Voilà. Donc, le plan de l'exposé, je vais d'abord présenter un petit peu comment on structure un document pour pouvoir se servir de Knowledge. Ensuite, je vais parler de cette application qui est pour moi la plus utile, qui est de relier dans un document l'endroit des définitions des notions avec avec leur utilisation. Donc, mettre des hyperliens entre les utilisations et les définitions. Ensuite, je vous parlerai de l'outil Knowledge Clustering qui a été développé par Rémi Morvan, qui est actuellement en thèse à Bordeaux. Et voilà, je parlerai brièvement de la gestion des index et des notations mathématiques. Alors, premier contact avec Knowledge. Comment ça se passe? Alors, il faut charger dans le préambule Knowledge, donc c'est ce qu'on a ici, là. Non, c'est pas ce qu'on a là, c'est ce qu'on a là. Voilà. Comme Knowledge, il utilise des couleurs, il utilise des liens. En fait, pour pouvoir les utiliser correctement, il faut avant loader les packages qui activent ces fonctionnalités. Donc, c'est ici, donc il y a HyperRef et Xcolor qui sont chargés et voilà, HideLinks et BreakLinks, c'est pour que le rendu soit un petit peu meilleur. Ensuite, bon, il peut y avoir des configurations. Donc là, je mets Quotation et Notion et on verra pourquoi, ce que font ces deux options de configuration. Ensuite, il va y avoir une partie du document qui va servir à contenir des commandes qui s'appellent knowledge. Et alors, on peut les mettre directement dans le document, mais pour des raisons que vous allez voir, il est bien de les mettre dans un document annexe, donc on importe au début. Et il est encore mieux de le faire avec un document qui se termine par l'extension .kl. Voilà. Et ensuite, vous commencez votre document et puis vous faites ce que vous voulez dedans. D'accord. Alors, ensuite, quand là, on a chargé le package knowledge, en fait, pendant qu'on rédige le document, on travaille en mode composition, qui est le mode par défaut. Et le mode composition, il va utiliser des couleurs pour vous donner des informations sur ce qui est connu ou pas connu. Voilà. Mais quand vous produisez le document final, il y a deux options qui peuvent remplacer le mode composition. Donc l'une, c'est l'option électronique. Donc il va y avoir des liens entre les objets et il y aura une couleur qui permettra de les identifier pour quelqu'un qui utilise un ordinateur ou une tablette pour qu'il sache qu'il peut cliquer dessus. C'est configurable, les couleurs que vous voulez mettre ou l'aspect que vous voulez mettre. Et si vous voulez faire un document qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un document à imprimer, donc juste noir et blanc sur le texte, eh bien, il y a l'option Paper. Voilà. Alors, comment ça se passe après dans le document? Donc le principe, c'est que dans le flow du texte, certaines portions de texte, donc ça peut être juste un mot, voire une séquence de mots, sont identifiées. Donc il y a essentiellement deux notations pour faire ça. Donc vous avez ici la notation /KL, ouvrez les accolades et le contenu. Et KL, ça veut dire knowledge link, je crois. Et sinon, si vous avez mis l'option cotation lors du chargement, vous pouvez juste utiliser guillemets autour de la notion, ce qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus rapide à taper. Et donc, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, par exemple, ici, j'écris un document, le groupe francophone des utilisateurs de tech, entre parenthèses, guillemets, GUT, guillemets, est une, guillemets, association de loi 1901, etc., etc. Et donc, comme ça, j'ai identifié des portions de texte qui, pour moi, ont une signification.
Et maintenant, je peux compiler. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va produire un fichier main.pdf. Et ce main.pdf, il va avoir des trucs en orange. Et ça vient du fait qu'en mode composition, il met en évidence les problèmes. Donc, comme ici, on a mis ouvrez les guillemets GUT, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, il le met en orange pour dire je ne sais pas ce que c'est. En fait, en même temps, il a produit un autre document, un autre fichier qui s'appelle main.diagnose, qui vous fait un peu un résumé de ce qui se passe. Et il vous dit, mais attention, il y a 4 notions qui sont inconnues. Et en dessous, il vous les liste. GUT, association de loi 1901, tech et la tech. D'accord? Donc pour l'instant, voilà, on a fait il a juste identifié ces portions. Si vous compiliez ce document en mode paper, d'un seul coup, il apparaîtrait en noir et blanc et il ne serait pas distinguable d'un document normal. Alors maintenant, l'idée, c'est que à ces chaînes de caractères qu'on a identifiées en utilisant la notation des guillemets, on peut associer des fonctionnalités. Et donc, pour ça, on utilise la commande knowledge. Et elle a 2 syntaxes. Donc, elle a une syntaxe en texte standard qui dit j'associe à la chaîne, et donc ici tech, le comportement suivant. Donc remplacer la chaîne de caractères par ici slash tech, donc qui est la macro qui fait une jolie écriture pour tech. Et puis mettre un point. Oh, j'étais trop rapide. Et puis mettre. Pourquoi ça m'a fait ça? Et puis mettre un pointeur vers l'URL de tech dans Wikipédia. Et de la même façon, je peux faire la même chose pour la tech. Donc ça, c'est la première syntaxe. Il y a 2 arguments. Un argument qui nous dit la chaîne qu'on veut définir et un autre argument qui dit ce qu'il faut faire avec. Alors après, il y a une autre notation. Alors c'est une notation qui fait un peu des hacks parce qu'elle doit capturer le retour à la ligne. Donc ça ne peut pas être utilisé dans une macro, à mettre dans le flow du texte. Et ici, elle décrit ce qu'il faut faire, donc l'équivalent du deuxième argument dans la première syntaxe. Et puis en dessous, il y a une suite de lignes qui commence avec une barre verticale et dans lequel on met tous les synonymes. Donc ça veut dire que si jamais dans mon texte, je mets guillemets association loi 1901, alors ça pointera sur cette URL-là. Et si je mets loi 1901 entre guillemets aussi, ça pointera aussi sur cette ressource. D'accord? Ce sont des, pour knowledge, ce sont des synonymes. Voilà. Ici maintenant, je compile le document en ayant mis ça dans le préambule. Eh bien, on se retrouve avec un texte normal. Voilà, le tech qui est là, si vous vous souvenez, le tech ici était entre guillemets. Donc le tech qui est là, eh bien maintenant, il a été remplacé par la macro tech. Donc il a ce rendu. Et si je clique dessus, et là j'ai juste fait une image capturée, donc je ne peux pas le faire, ça donne un lien vers la ressource extérieure. Voilà. Alors une chose qui est assez importante dans ce qu'on voit là, c'est que on n'utilise pas de macro et surtout, ça ne bloque pas si des choses ne sont pas définies. Par exemple, si une macro équivalence à ça était utilisée, eh bien, si on compile à ce moment-là et que la macro n'existe pas, tech plante. Enfin, plante, il s'arrête avec une erreur. Ici, c'est juste un warning. Il y a un affichage qui se passe, et il y a juste marqué en orange, et donc ça permet de travailler sans être bloqué dans le flow de l'écriture, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas définies. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je peux vous le faire en vrai, normalement. Alors, c'était quoi? CD gut open main open. Qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai détruit le fichier. Non, open main knowledge Demotech. Hop, il est là. Je vais vous l'agrandir. Ah! Alors, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein.
Donc ça, c'est si je compile normalement, et donc je me retrouve avec ça, comme prévu. Et puis si j'utilise les macros tels que je l'ai mis dans la présentation, ah bah c'est pas, j'ai pas fait la même chose, paf. C'était loi 1901. Hop. Alors automatiquement, donc ici, ce qui va me dire, voilà, il y a des liens qui sont associés et à l'apparence qui est comme prévu. Donc voilà, c'est fait pour être le plus léger possible dans le flot du texte. Comme vous voyez ici, c'est juste des guillemets. Alors continuons. Donc, quand on utilise cette commande knowledge, on a donc des chaînes de caractères qui servent d'identifiants, et puis on leur associe des comportements. Et donc voilà, là j'ai une liste de comportements qu'on peut faire. Donc il y en a qui relèvent de la typographie, boldface, emphasize, underline. Il y en a qui peuvent être mettre une référence vers un label qui existe. Il peut y avoir des macros à mettre autour pour formater. Ça peut assurer qu'on est en mode texte ou en mode math. Voilà. Et donc, j'ai utilisé aussi la macro URL. Alors, on peut aussi créer ses propres directives. Donc, il y a une commande knowledge directive. Et si, par exemple, vous voulez associer plein de pages Wikipédia et vous voulez qu'elles aient toutes le même aspect, vous pouvez vous déclarer une directive knowledge qui s'appellera Wikipédia, qui prend un argument, qui est le dièse 1 qui est ici, et qui à chaque fois va colorer en bleu et renvoyer vers l'URL correspondante. Donc, par exemple, vous pouvez juste écrire knowledge Wikipédia égale groupe en mathématiques et associer à ça un groupe. Et à chaque fois que vous mettrez des guillemets autour de groupe ou de groups avec un S, vous aurez le texte écrit en bleu et un lien vers la page Wikipédia. Alors maintenant, une autre chose qui va s'avérer très importante quand vous l'utilisez, vous allez vous en rendre compte si vous essayez très rapidement, c'est qu'il y a des situations où on n'a pas juste envie d'aller, de mettre les guillemets exactement autour du mot qui nous intéresse. Des fois, on a envie que ce soit un certain texte qui apparaisse, mais que le comportement, par exemple l'URL associé, corresponde à quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, il y a une partie de texte affiché. Alors, donc, il y a cette notation avec les guillemets avec des arrobases entre. Je ne vais pas trop parler de cette notation-là, donc oublions-la. Oublions-la. Donc, quand on met les guillemets, il peut y avoir des arrobases qui décomposent l'entrée en trois parties. Le texte qui est là, c'est le texte qui est affiché. Le terme qui est là, c'est ce qui va nous servir pour aller rechercher dans les différentes knowledge qui ont été définies laquelle est importante. D'accord. Et donc, si vous ne le mettez pas, en fait, ben, le texte qui est là sert aussi d'entrée pour le terme, la clé de recherche. Et il y a un mécanisme de portée, de scope, qui fait que le même terme peut avoir des significations différentes suivant les contextes. Et donc, en utilisant deux arrobases, on peut préciser ça. Donc, je vais montrer ça sur un exemple. Donc, après, il y a toutes les combinaisons qu'on veut. Par exemple, on peut faire arrobase, arrobase, et ça signifie que le terme sera en fait le texte. On a toutes les combinatoires possibles. Et là, ce tout petit texte montre exactement pourquoi on a envie de faire ça. Les groupes. Donc là, on a envie de rechercher un terme qui s'appelle groupe. Et donc, il est juste entre guillemets, pas d'arrobase. Et donc, il va aller chercher s'il y a eu une knowledge group avec un S défini quelque part. Et c'est ça qui va définir l'affichage de ça. Les groupes sont des objets algébriques importants. Il, et là, on a envie que il fasse référence au groupe. Des fois qu'on ne se souvienne pas. Ce n'est pas vraiment le cas ici, mais bon. Et dans ces cas-là, on utilise un arrobas, c'est-à-dire le texte qui est affiché, c'est ILS, il, mais par contre, ça utilisera la typographie et un lien URL s'il existe ou autre chose associée au comportement qui correspond à groupe. Et donc, les groupes sont équipés de morphismes, mais là, peut-être qu'on est en train de faire un gros document et qu'on parle d'autre chose, peut-être qu'on parle de corps, ils ont aussi leur notion de morphisme. Et donc, on n'a pas envie d'avoir une knowledge associée à un morphisme parce que c'est pas assez précis. Et donc, en fait, il va y avoir, suivant le contexte où on veut l'utiliser, on va servir de la portée pour spécifier de quel morphisme il s'agit.
Voilà, et donc typiquement, pour pouvoir utiliser cette notion de portée, ici, eh bien, on va utiliser lors de la définition de knowledge, on va utiliser un arrobase et qu'on va faire suivre par la portée, par oui, le nom de la portée, donc ici, GRP, groupe. D'accord, et donc comme ça, dans un document, on peut parler des morphismes de corps, des morphismes de groupe, des morphismes d'espace vectoriel et de tout ce qu'on veut en se servant de cette notion de portée. Ok, jusqu'ici tout va bien? Pas de questions? Je Tout va continue. bien. Merci, c'est gentil de me répondre. Euh, alors maintenant, ce que je disais, donc là pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était juste de la manière de définir des choses qui sont en lien vers l'extérieur, où on peut faire de la typographie, enfin mettre des couleurs, mettre en italique, etc. Mais c'est vrai que l'un des cas d'utilisation les plus pratiques, c'est de relier des définitions, des utilisations aux définitions. Et donc ça, c'est le concept de notion que je vais introduire là. Donc en fait, en dessous, dans Knowledge, il y a un truc plus général qui s'appelle Autoref. Mais il est automatiquement configuré avec Notion, ce qui évite de s'embêter à faire des trucs compliqués. D'accord? Donc l'objectif de Autoref et de Notion, c'est de relier l'usage d'une notion par un hyperlien vers le lieu de son introduction. Alors bien entendu, il faut avoir chargé hyperref pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, pour pouvoir avoir le droit d'utiliser les notions, il faut configurer Notion. D'accord? Et une fois que vous avez configuré Notion, ça vous donne le droit de définir des knowledge, des connaissances qui sont associées au mot-clé Notion. D'accord? Et, et maintenant, il va y avoir cette nouvelle notation. Alors, il y en a deux versions. Il y en a une version avec des guillemets, où si on fait double guillemets, terme, double guillemets. Et il y a une notation avec une macro tech visuelle, slash intro, de terme. Ces deux choses sont identiques, ont le même effet. Et quand vous allez utiliser ces doubles guillemets, ou bien quand vous allez faire intro, eh bien, et il va donner la typographie d'une introduction. Donc en général, c'est emphasized, éventuellement avec de la couleur. Mais en plus, il va lui associer un label. Et à chaque fois que le terme va être utilisé après, par exemple ici, monoïde, il est utilisé, parce qu'il y a des simples guillemets, eh bien, il va pointer vers le moment où la création, où l'introduction a eu lieu avec les doubles guillemets. Normalement, si vous avez bien fait les choses, pour chaque terme, il peut y avoir qu'un seul moment où il est introduit. OK? Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Ouais, je peux avoir un exemple. On va faire ça. Open. Alors, ok, donc ici, là, pour l'instant, je compile. Et quand je compile comme ça, ah bah, vous allez voir juste après ce que c'est que ce petit coin. Mais donc, il me dit, ben, je connais pas ces choses-là. Donc là, monoïde, c'est la première fois que je le vois. Là, c'est la deuxième fois. Mais ça n'a pas été défini. Et donc, on peut les définir comme des... Donc, moi, je peux le faire dans le fichier à côté, mais sinon, je peux le faire comme ça. Knowledge, notion, monoïde. Et quand je fais ça, peut-être qu'il faut compiler deux fois, ce que vous voyez, c'est que le monoïde, là, le navigateur, il est capable de me faire même une preview de ce qu'il y a au bout de la destination, mais si je clique dessus, il me renvoie exactement sur la ligne où a été défini monoïde. Donc ça se passe, donc j'ai cette double guillemet ici, et, et donc ça pointe directement. Donc ça, c'est un exemple de notion. Ça marche directement. Ça, et on reprend. Voilà, mais ce qui va se passer en fait, c'est que tel quel, quand vous utilisez cette notion d'introduction ou ces doubles guillemets, en fait, il utilise le mécanisme des labels internes à Tech et en fait, un label hyperref le fait pointer vers, disons, l'environnement englobant.
Si par exemple, vous mettez au milieu du corps de votre texte slash label Toto, d'accord, et, et que vous créez un lien vers lui, alors il va vous ramener à la section englobante juste au-dessus. Si les textes sont grands, ça peut être 15 paragraphes, 3 pages avant. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce dont on a vraiment envie, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que quand je clique sur monoïde, je vais directement sur la bonne définition. Et pas, je vais pas au début d'un paragraphe énorme et quelque part dedans et définir le truc qui m'intéresse. Donc, donc pour ça, en fait, il y a la macro qui s'appelle AP pour Anchor Point. Donc c'est assez proche, en fait, c'est une variation autour de Phantom Section. Et donc ça insère un point de destination un peu à gauche du texte, d'accord? Et donc c'est ce que vous voyez là, le petit angle là, en fait. Le AP, un monoïde est un ensemble équipé d'une opération binaire, en fait. Il a introduit ce petit angle là, et comme l'introduction qui est après et donc l'introduction qui est ici, elle va pointer vers le petit point d'ancrage défini par le AP, c'est-à-dire exactement ici. Donc ça veut dire que si par exemple je clique là, il arrive exactement au niveau du petit angle. Et si vous le mettez au milieu d'une ligne, si vous mettez au milieu d'une ligne, comme c'est fait par exemple ici, un groupe, d'accord, c'est ici, et en fait il met bien le point d'encre au début de la ligne. Donc voilà, donc ça c'est le AP. Donc je le réexplique ici. Voilà. Donc en mode composition, les points d'ancrage sont indiqués par un angle. Et donc là maintenant, si par exemple j'enlève le mode composition, mais en mode électronique, dans ces cas-là, seules les notions qui ont correctement un lien apparaissent colorées. Et les petits angles rouges qui identifiaient les points d'ancrage disparaissent. Je l'enlève. Je continue. Voilà. Bon, il se trouve que le point d'ancrage, ça ne marche pas à Pardon, l'intérieur. j'aurais Ouais. une question. Pourquoi est-ce qu'il y a... Enfin, est-ce qu'il y a des cas où on n'a pas envie de mettre ce AP, justement? Pourquoi est-ce que quand on utilise les deux guillemets, ça met pas... Enfin, ça pourrait pas introduire automatiquement un AP? Alors, on peut le configurer comme ça, mais c'est vrai que très souvent, on aime bien arriver au début de la phrase plutôt qu'au milieu de la phrase. Ah oui, d'accord. Et voilà. Donc, c'est quand il y a des notions qui sont proches, des fois, on est content d'attraper un petit bloc de 2-3 parce que ça fait une unité lisible. Mais on peut, a priori, c'est faisable. On pourrait introduire automatiquement ça comme ça. D'accord, merci. Et alors, et ce qui se passe, c'est que le slash AP, il fait des trucs bizarres que je comprends pas. Parce que j'ai demandé sur Internet comment le faire. Donc, il marche pas tout le temps. Par exemple, il marche pas dans les arguments d'un item qui sont capturés. Je sais pas ce qu'il fait avec. Et donc, il y a une version du item qui fait le AP en même temps. Parce qu'il arrive qu'on fasse des listes de définitions. Voilà. Est-ce que c'est le moment pour que je vous montre? Je sais pas exactement comment passer aux exemples. Ah si, peut-être que je peux faire là. Alors maintenant, je vais aller, j'ai le papier, l'un des papiers que je mentionnais au début, que j'ai récupéré. J'ai un petit peu modifié pour que l'exemple se passe bien. Print. Donc là, il est en version électronique. Donc on a bien un document où il y a des notions qui sont colorées, et puis toutes ces notions peuvent aller directement à leur définition. Donc je peux enlever le électronique, et comme ça vous allez voir apparaître, aux endroits où il y a des définitions, voilà, des petits points d'ancrage, parfois. C'est surtout dans les zones où il y a des définitions.
Et puis, on peut regarder le fichier KL dont je vous parlais. Pardon. Voilà. Et voilà un peu toutes les notions qui sont dans le papier. Donc, vous voyez à quoi servent les... Je sais pas pourquoi il y a ça qui reste ici. Hop, je l'enlève. Vous avez très souvent, il y a des notions de synonymes quand on rajoute un S à la fin, quand on met une majuscule en début de phrase. Ici, vous avez cette technique des portées. Donc, un monoïde, un finite ordinal monoïde peut avoir une présentation, comme il peut y avoir des présentations d'autres choses. Ordinal monoïde, c'est abrégé en OM, et quand dans le texte, on met présentation @OM, on sait que ça correspond à cette définition-là. Voilà. Et donc, alors maintenant, si je regarde sur le corps du texte, ce qui se passe, ça ressemble à ça. Des FO approximants entre guillemets, finite. Ah ouais, donc c'est fini qui signifie un mot fini, et etc. Vous voyez, ouais. C'est ce que je vous disais, mais en pratique. Alors, on parlait de quoi ici? On parlait de, ah oui, du clustering. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Donc, il faut que je retrouve mon KL, voilà. C'est qu'en fait, en pratique, quand vous arrivez là, imaginez que je vais faire ça de manière très très brutale. J'efface la totalité des knowledge, je les ai oubliés. Et donc là, il faut imaginer que vous avez rédigé votre document. Et en fait, bon, il reste quand même les knowledge mathématiques, mais en fait, vous avez rédigé, mais sans jamais vous poser la question de faire les knowledge. Vous étiez pris d'une frénésie d'écriture et vous avez écrit 30 pages sans jamais faire knowledge. Et là, il faut essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, le premier outil dont vous disposez, c'est de regarder le fichier diagnose dont je vous parlais. Diagnose, paf. Il est là. Et il me donne toutes les choses qui sont inconnues. Donc là, il y a une option en plus pour vous dire où elles sont dans le texte, si vous ne savez pas où ça a été utilisé. Mais ça, alors ça se fait. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend un peu de temps. Et justement, Knowledge Clustering, c'est l'outil qui va vous permettre de faire ça très facilement. Alors, Knowledge Clustering, qu'est-ce que c'est? Mais je vois que le temps avance très vite, en fait. Knowledge Clustering, c'est un outil en ligne de commande qui a été écrit en Python. Donc, l'auteur, c'est Rémi Mordant, qui est aussi un co-auteur de l'article dont on parle. Il se trouve sur GitHub, et si vous avez Python 3 déjà installé sur votre ordinateur, en fait, il s'installe juste avec une ligne. Normalement, si tout va bien. Voilà. Et il a plusieurs fonctionnalités dont le but est d'aider à l'usage de knowledge. Et alors, il y en a une, c'est cluster, add quotes et encore. Cluster, il sert à rassembler les knowledge, donc ce que je vais faire là. Add quotes, il sert à suggérer des endroits où vous pourriez rajouter des guillemets. Donc, imaginez que vous avez un document où il n'y a pas de guillemets pour l'instant. Il essaye de vous aider, mais c'est un truc interactif. Et moi, je ne me suis jamais servi de ça, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une autre chose qu'il fait. Et encore, il va identifier les endroits où vous introduisez des notions, mais dans les X caractères, peut-être 150 caractères qui précèdent, il n'y a pas eu de AP. Et dans ces cas-là, il va vous dire où c'est. Et si vous configurez correctement votre éditeur, je crois qu'en un clic, vous arrivez à l'endroit où il manque le AP. Voilà. Ça aussi, moi, je ne m'en suis jamais servi. Donc, mais ce dont je vais vous parler, c'est cluster. Alors, une fois que vous avez installé Knowledge Clustering sur votre ordinateur, vous êtes en ligne de commande, vous êtes dans le répertoire de votre fichier, et vous pouvez donc utiliser, c'est la commande Knowledge, action cluster, et elle prend deux arguments. Donc, il y en a un qui est le fichier diagnose, où il y a l'ensemble qui va donner en particulier la liste des knowledge qui n'ont pas été définis. D'accord? Et l'autre, c'est le fichier dans lequel vous mettez vos knowledge. Alors, ce fichier va être modifié par le programme. Donc, c'est mieux de ne pas mettre le fichier principal dedans. D'accord?
Maintenant, si vous faites bien les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, donc il y a, par exemple, dans votre répertoire, il n'y a qu'un seul fichier diagnose, et puis il y a un seul fichier KL. Il y a des cas un peu plus généraux, mais ça, je ne vais pas en parler. Dans ces cas-là, vous faites juste knowledge cluster. Alors, ici, je suis ici. Donc maintenant, je vais recompiler mon programme. Et oui, et donc là, il y a toutes ces connaissances. Oui, donc je me retrouve, j'ai rien fait ici. D'accord? Et donc maintenant, je fais knowledge cluster, et c'est là où je prie pour que ça marche. Non, normalement, ça marche bien. Sauf quand je fais une faute de frappe. Alors, bon, il y a un warning, je ne sais jamais pourquoi, mais tac, et voilà. Et donc il dit, il propose sous le forme de commentaires les notions telles qu'elles sont, telles qu'il pense qu'elles se ressemblent. Et donc là, par exemple, si vous êtes content, vous pouvez dire, ah oui, tout ça, ça va bien ensemble. Tout ça, ça va bien ensemble. Tout ça. Et donc, vous voyez, il est capable aussi de voir les portées quand les portées ressemblent à la terminologie. Il a un certain nombre de règles d'association. Ici, il y a first order formula. Hop. Ici, je sais pas. Et par exemple, bah bon, comme ça, ça augmente, ça facilite énormément le travail. Alors, il faut quand même un peu travailler. Par exemple, si vous regardez FO formula ici, et ben, en fait, c'est le même que le first order formula, mais ça, il n'avait pas vraiment de façon de le savoir, donc c'est à vous de le faire à la main. Mais ça accélère énormément le process. Donc là, maintenant, si je compile, il y aura quelques notions qui vont apparaître en bleu, parce que, pas beaucoup ici, parce qu'elles ont été définies correctement. D'accord? Alors, ce qui fait aussi, là, j'enlève j'enlève tout ça. D'accord? Et ce que vous voyez, c'est que ici, j'en ai enlevé une partie. Et donc, maintenant, je reprends ça. Je le compile d'abord. Et maintenant, je le fais. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, s'il ne connaît absolument pas les termes, il va essayer de les regrouper. Mais s'il y en a déjà qui existent, il va essayer prioritairement d'associer les termes ressemblants. Donc ici, il propose d'étendre FO separability avec FO séparation, FO separable, FO separated, etc. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je décris ici. Le job de Knowledge Cluster, c'est il collecte tous les termes qui ont été décrits comme pas encore définis dans le fichier diagnose. Il va regarder le fichier KL et il va regarder tout ce qui y est défini. S'il y a des choses qui ne sont pas définies dans le fichier diagnose, mais qui ressemblent, et pour ça, il utilise des librairies de linguistique pour essayer de faire des choses raisonnables, il va essayer de les associer au knowledge déjà présent et il va présenter le cas échéant avec des commentaires. D'ajouter des lignes, et donc il suffit d'éditer le fichier et de décommenter quand on est content. Et pour les termes qui ne ressemblent pas aux termes qui sont déjà existants, il va les regrouper en paquets qui ont une grande similarité, donc en cluster, et il va les proposer aussi au commentage, donc, enfin au décommentage. Et ça simplifie énormément le travail d'association des termes ensemble. Donc ça, c'est une chose. J'ai pas beaucoup de temps. Une autre truc qu'on peut faire avec Knowledge, c'est d'associer aux différents termes un index. Par exemple, si au lieu de juste dire qu'un monoïde, c'est une notion, vous pouvez aussi dire, et en plus, je veux que à chaque fois que je l'utilise, ce soit référencé dans l'index sous le terme monoïde. D'accord? Et donc, ça devrait être en rouge. Et vous pouvez aussi utiliser, donc il y a des systèmes d'index à 2 niveaux.
Est-ce que j'ai le temps de vous faire ça? Je ne sais pas. On va... Oui, Thomas, on n'est pas à 5 minutes. Hein, vas-y. Oui, ben merci. Alors, si par exemple je vais sur groupe, alors, groupe. Donc là, j'ai ça. Donc la première chose que je peux faire, donc j'ai un fichier, je peux faire knowledge cluster. D'abord, je vais ouvrir le fichier .kl qui s'appelle knowledge groups. Paf. Donc pour l'instant, il n'a aucune connaissance de quoi que ce soit. J'utilise knowledge cluster. Voilà, donc il me propose ça. Je le décommente. Et normalement, oui, donc ça c'est ce que j'avais commencé à faire à la main ici. Donc maintenant, ah bah oui, il ne connaissait pas Monoid. Allez, hop, knowledge cluster. Tac. Hein? Donc maintenant, on a notre truc qui est entièrement lié. Mais vous voulez en plus faire un index. Et dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est que d'abord, il va falloir charger le package. Alors, c'est ce que je raconte ici. Hein. D'abord, on charge le package make-index, on fait notre make-index, mais il faut le charger avant pour que Knowledge soit au courant de ça. Il faut mettre son petit print index à la fin, donc je vais faire ça. Make idx, make index, on va faire clear page et print index. Si je fais ça, bah, bon, il n'y a pas d'index pour l'instant parce qu'il n'y a aucune notion, mais je peux dire, bah, ça c'est index égale groupe. Et normalement, alors il faut que je lance l'outil make index, que je sais plus comment je fais, comme ça. Bah, pourquoi il ne faut pas lancer? Parce que je. Voilà. Et là, si je compile, il me met. Pourquoi ça ne marche pas? L'effet démo. J'ai ouvert trop de pages. Pourquoi il ne marche pas? Je ne l'ai pas mis dans le bon fichier, c'est ça qu'on dit? Je crois que je ne suis pas dans le bon fichier. Bon, je recommence, je suis désolé. Make idx, make index. Ok. Maintenant, je fais ça et ça. Voilà. Maintenant, il me dit que le terme groupe a été utilisé, page 1 et 2. Et là, je peux faire. Alors, là, c'est là où, par exemple, je veux dire que morphisme de groupe, je veux l'avoir dans l'entrée principale groupe et sur l'intitulé, sous la sous-clé morphisme 2. Donc, par exemple, je fais index égale morphisme 2 et index parent key égale groupe. Et quand je compile ça, que je lui dis de faire make index et que je le recompile, il le met automatiquement. Donc, comme la mécanique des guillemets ou des KL permet d'identifier tous les usages dans un document d'un certain terme, eh bien, c'est facile après d'associer un index à chacune des utilisations. Petite question, est-ce que c'est possible dans l'index qu'on ait la page de la définition de la notion, le chiffre apparaisse un peu différemment des autres? Et alors, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est cassé dans la version actuelle, parce que j'ai pas réussi à le faire, et c'est assez compliqué pour avoir un très très bon rendu en fait, pour que et ça, donc
Donc oui, c'est possible, mais oui. Il faut que je me replonge sur la question. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir une meilleure réponse que ça à donner. Et en fait, c'est vrai que moi, je m'en sers pas du tout, et donc j'ai pas suivi cette fonctionnalité depuis longtemps. Alors, c'est aussi intéressant de pouvoir faire des mathématiques. Alors, pourquoi je suis là? Alors, je vais fermer tout ça. Quand on est ici, il y a plein de notions mathématiques qui sont aussi liées, d'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors en fait, les fonctions de KL fonctionnent aussi en mode math. Alors déjà, il y a une chose, il faut jamais utiliser les guillemets en mode math parce que des guillemets à l'intérieur des guillemets, ça se parenthèse pas bien comme il faut. Et puis qu'en plus, il y a des packages de mathématiques qui donnent un usage particulier aux guillemets, comme TXZCD. Donc en mode math et encore plus dans des macros, il ne faut pas utiliser les guillemets. Voilà. Mais où on peut se servir de la notation KL. Et donc par exemple, une manière toute simple de faire, je définis une macro qui s'appelle successeur et je l'associe à KL. Enfin, je l'associe à une notion de knowledge qui s'appelle successeur aussi. Donc, on peut utiliser le nom de la macro elle-même comme l'identifiant de la knowledge, parce que il n'y aura jamais d'expansion, donc ça pose pas de problème. Voilà. Et puis, on définit ce qui signifie. Et à côté, il faut dire que knowledge est bien, que successeur est lui-même une notion. Donc le successeur qui est là, c'est une macro de la tech, mais le successeur qui est là, en fait, c'est une clé pour l'identifier parmi les choses qui ont été définies par knowledge. Donc c'est le même que ici. Ces deux-là, ils correspondent ensemble, et ce n'est pas forcément le même que celui-là, mais c'est de bon ton d'utiliser le même terme. Et alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez défini avec KL comme ça, vous ne pouvez pas faire intro, parce que le KL, il est déjà à l'intérieur de la macro. Donc pour ça, il y a une notation qui est la notation avec étoile. Donc si vous faites intro étoile, ça va faire que le KL qui va arriver après va se comporter comme un intro. Donc si vous écrivez ça, on définit intro étoile successeur de n comme ça. D'accord? Eh bien, le intro étoile va changer une variable dans tech de telle sorte que au moment où successeur de n va s'exécuter, eh bien, l'étoile, le KL qui est dedans va se comporter comme un intro. Et donc ici, quand j'ai fait la capture d'écran, si on clique sur le successeur qui est là, il va nous amener à l'endroit de la définition. Alors, une petite chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser réintro, et ça va donner cet aspect-là, mais sans mettre de lien, sans que ce soit la destination d'une lien. Donc si on veut introduire en 2 morceaux ou des choses comme ça. Et Phantom intro. Excuse-moi, Thomas, Oui. là tu dis pour l'introduction, je vois très bien de quoi tu parles. Quelle introduction En fait, ce qu'on veut, c'est que dans le document, partout où on marque successeur, si on clique dessus, on revient sur la ligne qui est là. C'est comme les doubles guillemets, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Pour l'introduction de la notion, c'est ça? C'est l'introduction de la notion, oui. Je peux le... on va faire... Donc là, c'était le code qui est là, ben, on va le voir après, mais c'est ce qu'on voit là, c'est que, imaginons, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une page. D'accord? Donc je compile ça. Donc là, ce que j'ai défini, c'est les brackets qui sont ici, d'accord? Donc là, je ne peux pas les cliquer parce que c'est la définition. We define, intro étoile, bracket A, d'accord? Mais si je vais plus tard dans la page ici, là, j'ai utilisé this is the congruence bracket A plus B égale bracket A plus bracket B. Donc là, ces crochets qui sont là, en fait, pointent sur la définition qui est là-haut. Donc le intro étoile sert à ce que le bracket A qui est ici, ce soit la destination de tous les autres brackets du document.
D'accord, d'accord. Donc c'est comme les doubles guillemets pour quelque chose qui n'est pas Comme les doubles mathématique. guillemets. En fait, intro, c'est la version macro des doubles guillemets. D'accord. Et intro étoile, c'est pour donner pour faire pour lifter le comportement, enfin pour transformer le comportement du bracket en un intro. D'accord. Bon, après, c'est comme ça que j'ai fait, et il y aurait peut-être des meilleures façons de le faire. Non, 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 mais d'accord, pas de souci. Voilà. Et il y a aussi, on peut aussi utiliser une commande qui s'appelle Phantom Intro, et ça consiste à faire comme si on définissait les choses à cet endroit-là, mais il n'y a rien qui apparaît. Donc c'est parfois pratique quand on a des petits trucs techniques à faire. Et là, l'exemple que je vous donnais, en fait, il utilisait une autre chose qui s'appelle Knowledge New Command. Donc c'est une combinaison, c'est un New Command légèrement modifié pour Knowledge. Et donc ça combine à la fois le New Command et le Knowledge précédent, qui était avant 2 lignes. Et en plus, ça a des caractéristiques un peu plus intéressantes. Donc, par exemple, quand vous faites commande KL crochet ouvrant et commande KL crochet fermant, parce que vous voulez que la notation bracket elle ait un lien sur le crochet ouvrant et sur le crochet fermant. Et quand vous faites intro étoile, vous voulez que les crochets ouvrants et crochets fermants aient l'apparence de l'introduction. Et si vous faisiez ça comme dans la version que j'ai présentée avant, ça ne donnerait pas ce que vous voulez. Donc ça permet de le faire et c'est plus rapide à écrire. Donc très souvent, on utilise Knowledge New Command à l'intérieur des trucs de maths. Voilà. Alors il faut quand même faire un peu attention parce que les maths, c'est des trucs hyper sensibles. Il y a plein de packages qui font des trucs super compliqués. Il y a des absorptions d'exposants, d'indices. Il y a des règles typographiques subtiles. Et donc, des fois, le rendu est pas parfait. Et donc, ça nécessite de faire un peu attention. Donc, ce que je disais, d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais utiliser les guillemets en mode maths. Il y a des problèmes, par exemple, si vous voulez faire des intros étoiles à l'intérieur des alignes, parce que le align, il absorbe tout le contenu avant de le... Il fait des trucs bizarres, ça marche pas. Donc là, en général, moi, ce que je fais, c'est que je fais un réintro à l'intérieur et que je fais un fantôme intro avant, et comme ça, on n'en parle plus. Je pense qu'on pourrait faire mieux, mais je suis pas suffisamment compétent pour le faire. Voilà. Et il y a aussi des cas, et ce que j'ai pas réussi à reproduire directement, où le fait de faire knowledge, donc comme il rajoute, comme il met des couleurs et des trucs hyper ref, enfin des commandes hyper ref, il peut changer la boîte englobante d'un bout de mathématiques. Et alors, par exemple, les indices qui sont normalement mis avec une extrême précision à un endroit en dessous de l'indice ne vont pas se retrouver exactement au même endroit. Donc, il faut des fois un peu bricoler pour éviter ce genre de problème. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Et voilà. Et donc, comme dernier truc que je présente ici, c'est une fonctionnalité dont je me sers très rarement et je pense que je suis le seul au monde à m'en servir, mais elle peut être assez rigolote. En fait, c'est qu'en fait, les notions de knowledge, elles peuvent être définies dans le corps du document et dans ce cas-là, elles ont une portée qui correspond vraiment à quelque chose. Donc, si vous avez chargé knowledge avec l'option scope, d'accord, alors, quand vous écrivez un label dans un environnement comme Theorem, eh bien, ce label va en plus régler le fait que toutes les commandes knowledge qui sont à l'intérieur de ce document vont correspondre à une portée qui s'appelle comme le nom du label. Alors, l'exemple est là. Ici, vous voyez, vous définissez un théorème. Donc, c'est un petit théorème de Fermat avec juste puissance 3. D'accord ? Dedans, on utilise une variable x, une variable y, une variable z qui sont définies là-dedans. D'accord ? Et cette variable, elle utilise une knowledge qui est comme ça. Mais elles sont définies que à l'intérieur du théorème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le var x qui est là, il est associé à la portée théorème de Fermat. D'accord? Donc, après, quand on va écrire le théorème, si je prends le x qui est là et que je clique dessus, il va pointer sur le x qui est là, etc. Si je sors du théorème et que je parle de var x, il me dira, bah, je ne connais pas. Et si jamais j'importe la portée théorème, c'est Fermat normalement, ces correcteurs orthographiques font toujours des choses formidables, théorème Fermat 3,
eh bien, le X qui est ici, il pointe là. Donc, ça permet de, si vous avez un théorème dans lequel il y a des objets importants, de leur associer un comportement. Et quand vous allez rentrer dans la preuve, vous êtes capable de pointer sur l'endroit où sur le théorème où est apparu pour la première fois cette variable. Bon, ça marche, mais c'est de l'utilisation avancée. Voilà. Et donc, pour conclure tout ça, bah, ça résume un peu. Hein, knowledge, ça sert à créer et à maintenir des liens entre des notions dans un document, en particulier des hyperliens. Ça peut aussi permettre de faire des index. C'est conçu principalement pour ne pas demander trop d'efforts et ne pas changer le process d'écriture qu'a quelqu'un. C'est-à-dire que les gens qui ont un peu travaillé avec Knowledge, ils écrivent leurs documents, ils mettent des guillemets partout sans se poser de questions. Et puis, une fois tous les 3 jours, ils vont dire, ah, je vais mettre un peu de Knowledge. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, ça veut dire que dans le travail principal de l'écriture, ils ne sont pas entravés par le fait qu'il faut gérer les Knowledge. Voilà. Knowledge clustering, donc ce que je vous ai présenté, ça permet d'accélérer énormément certaines phases du travail avec les documents, sur ce type de documents. Le code, il a été fait par moi, et ça veut dire qu'il est très très moche, et que si jamais des experts en tech regardaient dedans, ils seraient horrifiés. Donc il y a beaucoup d'améliorations, et je suis prêt, et voilà, s'il y a des gens qui s'y intéressent, je suis prêt à prendre tous les conseils. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je m'arrête ici.